Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, on va faire un point sur l'Ether. On va aussi parler de plein d'autres actualités. Il s'est passé plein de choses ces dernières 24 heures et on va commencer avec le cours des cryptos, une baisse générale aujourd'hui. Un BTC à 82 000 $, moins 1%, un Ether aussi en baisse de moins 1%, 1900 $. XRP, moins 4%. Alors, je vais vous parler de toutes ces actualités, mais juste avant, j'ai vu un point qui m'a assez inquiété. C'est l'agent AXBT. Je pense que beaucoup de personnes étaient sur le hype agent IA. Et ben là, on a l'agent IA AXBT qui est une sorte de compte Twitter automatisé qui répond de manière autonome à plein de choses. Et ben vient de perdre 55 Ethers. Il a envoyé 55 Ethers à quelqu'un et le fondateur, enfin quelqu'un qui travaille dans l'équipe d'AXBT a dit que c'était une faille de sécurité au niveau de l'infrastructure et ils ont réussi à voler le wallet qui contenait des Ethers pour pouvoir donner des pourboires, on va dire, sur le réseau Twitter. Et ça montre en fait pour moi les risques liés aux agents qui sont vraiment 100% autonomes. Il y a ce type de choses qui peuvent arriver. L'IA s'est faite piéger avec un texte particulier. Le fondateur a dit que c'était pas le cas, qu'elle s'est pas faite piéger, mais en tout cas, elle a bien perdu 55 Ethers. Je vous rappelle, il y a 10 € offerts sur Bitvavo, le partenaire de la chaîne. Vous avez le lien dans la description pour profiter de ça. C'est un exchange plan avec des frais assez bas d'ailleurs sur les paires USDC. Je parle de 0,05%. Alors, parlons de l'Ether. L'Ether, c'est un actif, vous le savez, que j'apprécie beaucoup, mais qui est quand même bas actuellement par rapport au Bitcoin, par rapport principalement Bitcoin en fait. Si vous avez du Bitcoin et vous aviez holdé par rapport au Bitcoin, vous êtes là, par rapport à l'Ether, vous êtes largement gagnant. On peut voir, hein, là on est à 1800 $, on est vraiment assez bas, on retrouve des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a Standard Chartered, des analystes qui ont réduit drastiquement leur prédiction sur le cours de l'Ether en 2025, leur cible pour le prix de l'Ether en 2025, ils l'ont baissé de 60% et désormais ils ne voient plus qu'un Ether à 4000 $. Pour plusieurs raisons, certaines je trouve intéressantes. Ils trouvent que les L2 sont des blockchains, on va dire, parasites un petit peu. J'exagère un peu, mais les L2, c'est cette blockchain qui sont construites sur Ethereum. Et au final, ils disent que ça fait perdre de l'argent à Ethereum. Et ils ont même quantifié tout ça pour Base, qui est la blockchain la plus grande des L2. Base, regardez, on peut la voir ici. Ils ont 37% à peu près de tous les L2 sur Ethereum en termes de TVL. Mais ils estiment que Base a fait perdre 50 milliards de dollars à Ethereum. C'est énorme, hein, 50 milliards de dollars. Ils sont à 228 milliards de dollars actuellement. Donc là, on est autour de 20-25%. C'est pas négligeable. Et ils disent aussi plein d'autres choses sur le fait que il faut que Ether se réinvente sur cette partie de capture de valeur, que peut-être qu'il faudrait augmenter les frais que payent les divers L2. Mais là, c'est un exercice assez compliqué. Parce que si on augmente les frais qui sont payés par les L2, ça veut dire que les L2 auront aussi des frais plus importants à payer. Enfin, les utilisateurs d'L2 auront des frais plus importants à payer. Et si les utilisateurs d'L2 ont des frais plus importants à payer, les L2 perdent de leur intérêt. Donc c'est un cercle vicieux quoi. Si on augmente les frais pour les L2. Donc ça va être compliqué à trouver un équilibre. L'équilibre, moi je pense qu'il peut arriver si jamais on a beaucoup plus de transactions sur les L2, beaucoup plus de L2 aussi qui apparaissent. Et dans ce cas-là, on aura plus de frais qui vont venir être envoyés sur le réseau Ethereum, plus de frais qui vont être détruits. Je rappelle, quand il y a des transactions sur le réseau Ethereum, la grande partie des frais sont détruits. Est détruit. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait venir améliorer les choses pour le réseau Ethereum. Mais là, vraiment, sur le réseau Ethereum, concernant l'Ether, je sens vraiment un désintérêt global. Les gens en ont assez d'Ethereum. Je vois pas mal de posts de gens qui sont en train de quitter Ethereum. Et ça rappelle, honnêtement, ça me rappelle le désintérêt qu'on a connu à plusieurs cycles sur le Bitcoin, où les gens avaient dit c'est fini le Bitcoin, on n'en parle plus. Il y a plein d'autres choses qui sont beaucoup mieux. Et de toute façon, même encore plus, si on remonte encore plus longtemps avant 2015, plus personne croyait au BTC. Et il n'y avait même pas autant d'autres blockchains qui pouvaient faire ce que faisait ces blockchains maintenant, mais les gens ne croyaient plus à tout ça. Et là, je ressens la même chose sur l'Ether. Je ressens un désintérêt énorme. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre d'attendre. Ils ont attendu 4 ans et au final, ils se retrouvent avec moins que ce qu'ils avaient en 2021. Voilà, regardez, 2021, on avait atteint des niveaux assez élevés. Je vais juste montrer avec le prix. On avait frôlé les 5000 $ en 2021. 4 ans plus tard, on est à même pas la moitié. Donc il y a vraiment un ras-le-bol général, mais personnellement, moi je suis convaincu, je reste convaincu. Alors vous allez dire, je suis
bullish permanent, je suis toujours optimiste sur l'Ether. Mais oui, parce que je suis optimiste, parce que d'un point de vue technologique, la vision n'a pas changé. Alors on peut critiquer cette vision avec les L2, mais c'est ce qui a été défini depuis le début, et moi je crois à cette vision qu'avec suffisamment d'utilisateurs, suffisamment de blockchain, il va y avoir suffisamment de transactions sur le réseau Ethereum, et ça va venir combler cette perte actuelle qu'on voit au niveau des transactions. Il y a très peu de transactions sur le réseau Ethereum par rapport aux transactions sur les L2. De toute façon, le réseau Ethereum ne supporte pas énormément de transactions par seconde. On est plus autour de, j'ai plus le nom, mais c'est pas énorme. Sur Base, il y a déjà 83 transactions en moyenne par seconde, donc c'est déjà énorme. Sur Arbitrum, on a 22 transactions par seconde. Pour moi, ça doit augmenter massivement. Et aussi, il y a quelque chose qui qui montre pour moi que c'est toujours une blockchain à potentiel. Ethereum, c'est que la TVL, donc la Total Value Locked, combien il y a d'argent immobilisé dans les protocoles de finance décentralisés, et bien la TVL globale de toute la DeFi, elle est pour moitié sur Ethereum. On a 50% sur Ethereum, on a 8% sur Solana, on a 6% maintenant sur le Bitcoin, c'est quelque chose qui monte avec les divers L2 sur le Bitcoin, 6% sur la BNB Chain, Tron on est à 5%, et après si on compte les L2, ça monte encore plus, on est à plus de 50%. Base à 3%, Arbitrum 2,7%, etc. Donc pour moi, la DeFi, c'est un narratif énorme. C'est quelque chose qui va continuer de se développer. C'est quelque chose qui... Et au tout début, on est à peine à 100 milliards de dollars de DeFi global. Si on prend, justement, je vous en parle dans un instant, la DeFi, plutôt les capitaux américains, si on prend l'US Capital Market, on est à 100 000 milliards de dollars. Donc c'est beaucoup plus que les 100 milliards de dollars de DeFi actuellement. Donc il y a plein de choses à faire encore dans la DeFi. Ethereum reste la blockchain préférée pour ce type de choses, pour les institutionnels, pour les RWA, etc. Donc je pense que ça va continuer. D'un point de vue technologique, Ethereum continue d'évoluer rapidement. Ils prennent leurs précautions pour ne pas faire de mise à jour trop rapide. Et en testant les choses suffisamment, il n'y a pas de problème sur Ethereum comme sur d'autres blockchains. On peut avoir des arrêts pendant plusieurs minutes, plusieurs heures, plusieurs jours. Ça, on ne le voit pas du tout sur Ethereum. C'est bien pensé. Et pour moi, les gens recherchent cette stabilité, recherchent cette évolution. En fait, on est un peu un mix entre stabilité du Bitcoin et évolution contrôlée, innovation contrôlée, qu'on ne peut pas forcément avoir sur un certain nombre de blockchains. Sur Bitcoin, il n'y a pas l'innovation, mais il y a la stabilité. Je vais schématiser, je critique pas Solana, mais Solana innovait, on va dire, beaucoup plus rapidement, mais il y avait beaucoup plus de temps d'arrêt. Sur Ethereum, pour moi, on est un bon compromis. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur Ethereum. Je reste bullish. Je pense pas que c'est la catastrophe. Et honnêtement, même si ça chute, même si ça atteint 1000 $, même si ça atteint 800 $, bah, c'est pas pour autant que je vais vendre, et je reste optimiste sur cette blockchain. Après, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas être uniquement sur une seule crypto, il y a plein d'autres cryptos qui existent, il faut être quand même assez diversifié. Ensuite, je vous ai dit les actifs du monde réel. C'est un narratif qui est à la mode. Je vous ai pas mal parlé de Hondo et de mon avis sur Hondo. Mais là, je voulais vous parler de Ethena. Ethena, c'est un projet d'ailleurs dont j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet il y a quelques jours. N'hésitez pas à aller la voir pour comment faire pour m'en générer du rendement sur en stablecoin, et qui est vraiment très bien. Et en fait, Ethena, ils viennent d'annoncer une nouvelle blockchain avec Securitize. Securitize, c'est pas n'importe qui, c'est la société qui a aidé BlackRock à tokeniser le fonds Beedle. Ils ont aidé plein d'autres sociétés à tokeniser leurs fonds. Et en fait, ils viennent de faire un partenariat pour créer cette blockchain qui s'appelle Converge, qui va permettre d'avoir une blockchain spécifique, pensée pour les institutionnels, mais aussi pour le grand public, où il va y avoir un système, regardez, de KYC en fait, inclus sur certains protocoles spécifiques. Par exemple, là, on pourra avoir un KYC sur Pendle, sur Morpho, sur Maple, qui va être natif à la blockchain. Il y aura aussi des applications qui seront ouvertes à tous. L'exemple qui est donné, c'est Ethereal, qui est un DEX d'Ethena, étroitement lié à Ethena. Pendle, il n'y aura pas de problème pour aller sur Pendle ou sur Aave. Ça sera complètement ouvert à tous, mais il y aura aussi des applications. Il faudra faire un KYC ou un KYB, donc Know Your Business, pour faire les choses. Donc, ils veulent venir vraiment sur les deux tableaux, ouverts et fermés, on va dire, et pour pouvoir attirer les institutionnels. Et pour moi, ça c'est une bonne nouvelle pour Ethena, parce que pour sécuriser la blockchain, il va y avoir des validateurs, et ces validateurs, ils vont staker le token ENA. Ça rajoute de l'utilité au token ENA. Il y a plein de projets maintenant qui lancent leur propre blockchain justement pour avoir cette utilité. Uniswap, pareil, ils ont fait en sorte d'avoir le token unique qui permet de sécuriser la blockchain, Unichain. Et voilà, et ça pour moi du coup, bonne nouvelle pour ENA, mais on revient sur un point négatif pour Ethereum, parce que si les gros projets
d'Ethereum quittent tous Ethereum pour lancer leur propre blockchain. Comme Uniswap, ils ont lancé leur propre blockchain. Ils existent toujours sur Ethereum, mais ils ont quand même lancé leur propre blockchain. Comme Ethena, qui est un très gros projet sur Ethereum, qui lance sa propre blockchain aussi. Et s'ils attirent trop d'actifs sur cette blockchain, ça va faire des actifs en moins sur Ethereum. Ça, c'est pas une bonne chose sur Ethereum. Donc il faut voir comment le marché va réagir à tout ça. Est-ce que les gens vont aller sur ce type de blockchain? C'est pas la première fois qu'on essaie de ramener les institutionnels sur la blockchain. Peut-être que cette fois, c'est la bonne. Voilà, je vous tiendrai au courant de tout ça. Et c'est, encore une fois, je pense, une bonne chose pour le token ENA. On m'a demandé si la vidéo sur Ethena était sponsorisée ou pas. Non, mais pas du tout. Hein. C'est juste un projet que je trouve intéressant. Personnellement, j'ai d'ailleurs pas du tout investi sur le token ENA. Donc je suis pas du tout exposé à ENA. Mais c'est intéressant ce qu'ils font. Attention, il y a beaucoup de dilutions qui arrivent sur ENA. Donc faites attention avant d'investir si ça vous intéresse. Ensuite, PancakeSwap. PancakeSwap vient de pas mal augmenter. Il y a eu un petit pump sur PancakeSwap. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait beaucoup d'intérêt autour de la BNB Chain et de cet exchange décentralisé qui est le premier sur la BNB Chain, parce que les mêmes coins sont en train de bondir sur la BNB Chain. Il y a plein d'utilisateurs qui font des choses sur les mêmes coins. Je vous l'avais annoncé il y a quelques mois avec CZ qui était en train, enfin quelques semaines, CZ qui était en train de pousser la BNB Chain et les mêmes coins associés. Et ben là, on est en train de voir ça. On est en train de voir cet engouement généralisé sur la BNB Chain et PancakeSwap en profite. Ensuite, au niveau d'exchange décentralisé d'ailleurs, on va parler de Hyperliquid. Je vous ai pas parlé de cette blockchain. Il y a une baleine qui a ouvert un trade pour shorter le Bitcoin en levier x40. Ça a atteint une taille de 500 millions de dollars pour shorter le Bitcoin. Cette whale a gagné 10 millions de dollars grâce à ce short. Il y a des personnes qui ont essayé d'essayer de la liquider, ils n'ont pas réussi. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que ZachXBT nous dit que cette baleine, cette whale, serait en fait un cybercriminel qui serait en train de jouer avec les fonds qu'il aurait volés. Il n'a pas dévoilé l'identité du cybercriminel, mais c'est intéressant de voir en fait que même les cybercriminels, au final, des fois, ils ont de l'argent et ils se mettent à gambler énormément. Peut-être parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, s'ils sortent l'argent, ils vont se le faire bloquer sur des exchanges ou autres. Mais bon, on n'a pas l'identité. J'attends de voir l'enquête de ZachXBT, mais il a dit qu'il n'était pas sûr. Il poste de moins en moins d'enquêtes dernièrement sur les réseaux. Si vous voulez creuser un peu derrière tout le sujet cyber, finance décentralisée, comment booster votre portefeuille, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Vous avez le lien dans la description. Et aussi un petit mea culpa. Dans la vidéo d'hier, j'avais fait une news, je sais pas, mon cerveau a complètement bugué. Je vous ai dit que la Corée du Nord c'était le premier pays à avoir du BTC. Cet article en fait portait surtout sur le fait que la Corée du Nord avait dépassé le Salvador et le Bhoutan dans la quantité de Bitcoin qu'ils avaient. Je suis allé un peu vite et je sais pas comment je peux oublier ça, moi qui vous parle de réserve Bitcoin régulièrement, que les États-Unis ils ont déjà plus de 200 000, environ 200 000 Bitcoin. Donc c'est clairement pas la Corée du Nord qui est premier pour le moment. Mais bon. Écoutez, ça arrive, désolé, et je voulais vous dire que c'était tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.